Le savoir est toujours menacé. Le mal est profond, là, un peu partout. Partout, la biologie ou la technique tente de figer les choses, de renvoyer à un comportement automatique, de refermer le couvercle de la cocotte minute sur la pensée et la responsabilité. Il est vrai qu'il est plus facile de se cacher derrière des autorités et des certitudes que d'essayer de penser. La science et la technologie sont des instruments de savoir, mais aussi d'obscurantisme si l'on ne les réfléchit pas. Prière de ne pas penser. Prenons un exemple. En 2005, l'INSERM a produit un rapport intitulé « Les troubles de conduite chez l'enfant et l'adolescent », destiné à diagnostiquer une potentielle délinquance chez les enfants dès leur plus jeune âge, en les stigmatisant dans un carnet de suivi pour mieux identifier les futurs délinquants. Ce rapport a finalement été retiré par l'INSERM après un combat intensif mené par des psychiatres, des psychanalystes et des intellectuels. Même retiré, ce rapport reste le produit des classifications psychiatriques en cours. Il ne fait que tirer de ces classifications des conséquences pratiques sans jamais réaliser qu'il travaille sur de la matière humaine, forte d'un vécu, d'une histoire, d'une capacité de conscience et de révélation à soi-même par la parole, forte aussi d'une capacité de changement. Il y a de la violence dans ce rapport. Violence dans les termes utilisés et violence redoublée dès lors que le mal-être de l'enfant se voit rabattu sur une prétendue identité perverse et déficitaire qui fatalise les faits et rend caduque, a priori, toute possibilité de réflexion. La seconde conséquence grave de ces classifications concerne le rôle automatisé du psychiatre, réduit à cocher des cases, et qui devient le rouage d'une machine à exclure l'enfant de sa souffrance. C'est le technicien face à l'enfant-objet. Plus que cela, son rôle bascule également du côté de la police. La norme du psychiatre n'est ainsi plus référée au pathologique, au pathos, à l'intérieur, à ce qui souffre dans l'homme, mais à l'extérieur. Elle se voit soudainement référée aux règles dont il est transformé en gardien. Or, toute norme obéit à un présupposé. Ici, c'est la parole des adultes. La transgresser devient alors un quasi-crime, avec la dramatisation qui va avec. Non, il n'y a pas d'un côté des adultes, dont l'autorité serait incontestable et sachant a priori ce qui est déviant et ce qui ne l'est pas, et de l'autre des enfants, dont la norme serait définie exclusivement par l'obéissance, ce qui témoigne que la pensée, la réflexion, l'écoute et le ressenti ne sont en aucun cas envisageables. En un mot, dans ce monde digne d'Orwell, tout ce qui pose problème chez l'homme, le rapport à l'autre, le fait d'exister, l'amour, la solitude, la souffrance, le fait d'avoir un esprit, un corps, un sexe, d'être vivant mais aussi mortel, tout cela n'est pas censé être source de mal-être. Tout cela n'est pas en droit d'exister. Dans ces classifications, la normale se voit dangereusement confondue avec l'autorité à laquelle on doit se soumettre. Un mot d'ordre, prière de ne pas penser. Et derrière la violence et la technique, il y a l'industrie pharmaceutique qui produit de nouveaux syndromes en utilisant l'organique pour tenter de les légitimer scientifiquement. En effet, si l'enfant est coupé de son environnement, qui peut être pathogène, s'il est interdit de penser la façon dont sont intériorisés les problèmes, si l'enfant est coupé de sa souffrance, de son corps, de sa possibilité de penser et de parler, et si tout cela exagère la violence de l'enfant, c'est pour donner l'illusion que les troubles des conduites correspondraient à un sol organique spécifique que le Dieu
biochimie pourrait résoudre par on ne sait quel miracle. Ce courant psychiatrique se trompe en transformant la prédiction en prophétie. À rebours, la connaissance avance en décelant les contradictions existant entre le réel des faits et le savoir que l'on prend pour acquis. Elle porte l'idée que le savoir est faillible, que le savoir, déjà là, ne peut arrêter le sens du réel des faits. Et ce n'est pas pour rien si la science s'est toujours heurtée à la religion. En ceci qu'en cessant de remettre la charge des raisons à Dieu, ce nouveau chemin la conduisait à contredire la lettre sacrée. Aujourd'hui, c'est la technique qui prend le relais de la religion. Le propre de la démarche technique est d'être une démarche désubjectivée, automatique, qui se contente de faire et donc de suivre à la lettre un savoir, un chemin tout tracé. Le technicien ou l'obligation de reproduire. Or, c'est précisément de cette non-mise en question du savoir, de sa simple application pratique, que le technicien peut prendre le savoir utilisé pour un savoir incarné. C'est à ce joint que se branche la technocratie dont les experts sont les nouveaux prêtres. Et si le technocrate se nie au point de sacrifier sa pensée, le bénéfice qu'il tire de cette négation est son identification au pouvoir absolu qu'il prête à tort à tel ou tel savoir scientifique dont il instrumentalise des fragments pour faire autorité et faire ainsi entrer l'homme dans un système réifié en annihilant toute possibilité de contradiction. C'est par la fétichisation du savoir qu'il peut faire croire qu'il n'y a pas d'alternative à la position choisie. C'est en cela d'ailleurs que l'idéal technocratique contient en lui-même un potentiel de dérive totalitaire. Mais en quoi l'idéal technocratique, guidé par une exclusion de la pensée si antinomique à la science, parvient-il à aspirer la science derrière laquelle il s'abrite? Au nom de la preuve, au nom du savoir scientifiquement prouvé, ce qu'il érige en mythe. La technique parvient à se substituer à la science en mettant le dernier mot de la science dans la preuve expérimentale, c'est-à-dire dans la technique, en reléguant à un épiphénomène ce qui fait le centre, la palpitation de la démarche scientifique, à savoir la réflexion. Par quoi est l'occulte que la preuve ne peut en aucun cas démontrer que l'ensemble de la théorie sous-tendant une hypothèse sur le fonctionnement du réel est totalement vrai. C'est d'ailleurs en cela que les autres formes de recherche scientifique non fondées exclusivement sur l'expérimentation non sont invalidées par l'idéal technocratique. Les types de connaissances discursives, argumentées, sont trop complexes pour être simplement instrumentalisés à des fins de pouvoir. Un pouvoir qui ne peut devenir ici qu'un pouvoir d'exclusion de tout ce qui ne rentre pas dans les rails du savoir fragmentaire, utilisé comme mot d'ordre auquel l'homme est censé se soumettre sans discuter. Anatomie de l'énergie statique. Et voilà que l'on excède le champ de la psychiatrie, et même celui de la relation à l'enfant. Ce qui est concerné, ce sont toutes les technosciences, toutes les techniques érigées en forme de pouvoir, littéralement les technocraties, qui figent la pensée, qui mettent du statique là où il faudrait faire un trajet, qui tourneront là où il faudrait tourner Kazakh. Dans tous les champs, je parle aussi de la politique, de l'économie, de l'administration, la réification guette. Car réfléchir et remettre en cause est plus difficile que tout. En effet, le propre de l'homme est d'avoir peur de l'autre. Dans sa tête, il n'a en face de lui que le fantasme de cette autorité qui sait. C'est bel et bien la peur de cet autre mythique qui le conduit à se fuir, à se cacher sous des rôles,
à parler pour ne rien dire, littéralement à parler pour ne pas parler. De peur de quoi? De peur d'être surpris en flagrant délit de non-savoir. C'est dire qu'à son insu, à ses dépens, il disparaît de lui-même pour se construire une image artificielle afin de se protéger du regard fantasmatique de cet autre. C'est cette croyance en l'autorité qui sait, qui peut le conduire à s'emprisonner dans un moule qui n'est pas le sien, à passer à côté de sa vie, de ses désirs les plus profonds, de peur de rater. Car inconsciemment, il fonctionne en miroir de cette autorité infaillible où l'erreur n'existe pas. C'est cette peur doublée de croyance en l'autre qui peut le conduire à sacrifier sa vie, en attendant une reconnaissance de cet autre érigé illusoirement en toute puissance. Une reconnaissance que, de lui-même, il ne s'accorde pas. Enfin, c'est cette peur doublée de croyance aveugle en l'autorité qui sait, qui peut le contraindre à miser tout sur l'apparence, à s'identifier à cette autorité pour susciter le désir de l'autre, ce qui le coupe d'une question centrale dans une simple existence, à savoir ce qu'il désire vraiment pour lui dans sa propre vie. Entre le corps et l'esprit. Derrière la prétendue objectivité et neutralité de l'empirisme, de l'ADN à la technocratie, il n'y a en fait que l'inverse, à savoir le retour en force du monde des croyances, du fantasme et de la violence dont l'inconscient nous fait prisonniers. Et pourtant, aucun déterminisme n'est invincible. Dans le champ du rapport de l'homme à son existence, la possibilité de vaincre le déterminisme passe par la prise de conscience qu'il n'y a pas de mur étanche entre le corps et l'esprit. L'esprit lui-même est physique, corporel. Et les traces de la physique de l'esprit se retrouvent dans le corps par le biais des émotions. Lorsque l'extérieur fait effraction dans notre esprit, d'une manière ou d'une autre, l'effet se fait sentir dans notre esprit, mais aussi dans notre corps. Donc, il n'y a pas, c'est la leçon de Freud, d'un côté le normal et de l'autre le pathologique, mais partout des possibilités de ressaisie rationnelle du sens des symptômes pour renouveler physiquement le rapport du sujet à l'autre, à lui-même et à son propre corps. Oui, dans les allers-retours entre le corps et l'esprit, il y a du jeu, là où les techniques n'engagent que de la répétition et prolongent le fantasme.